Bonjour à tous et bienvenue pour la première session de ce training workout qu'IG Bank vous propose cette semaine. C'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver également Joris Zana qui va nous aider ce soir à mieux gérer nos risques et à mieux appréhender le money management pour réussir en trading. Ce sont des thèmes absolument fondamentaux pour quiconque souhaite être actif et performant sur les marchés. Je suis Dorothée Borca-Dumortier, la responsable commerciale de la banque IG en Suisse, et j'aurai à nouveau le plaisir de vous accompagner pour cet événement et également tout au long de la semaine pour ce bootcamp de trading afin de terminer l'année en beauté avec des marchés qui sont décidément très intéressants. Nous allons donc passer la prochaine heure ensemble et je vous propose qu'au terme de l'intervention de Joris, nous passions du temps pour répondre à vos questions. Donc, en tout temps, n'hésitez pas à les poser dans la section questions de l'outil GoToWebinar ou dans le chat directement. Avant de passer au concret, je vous invite à consulter cette note liée au risque inhérent du trading qu'il est important de parcourir et surtout de bien appréhender. Je vous laisse en prendre connaissance pendant un instant. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous dire quelques mots sur nous. IG Bank fait partie du groupe IG, qui a été créé aux États-Unis dans les années 70. Actuellement, c'est un groupe qui est coté sur le FTSE 250 avec une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de livres sterling, qui emploie plus de 2000 personnes dans le monde. C'est une société qui a toujours eu un biais technologique très très fort, avec une empreinte mondiale importante, puisque nos bureaux sont désormais basés dans 14 pays différents, bien évidemment dans tous les grands centres financiers. Maintenant, en zoomant, si vous le voulez bien, sur la Suisse, nous nous sommes considérablement développés depuis la création de la banque en 2014. Nous sommes au bénéfice d'une licence bancaire, donc pleinement régulée et réglementée par la FINMA, ce qui signifie que nous respectons les normes les plus élevées et strictes possibles de l'industrie et que l'argent que vous déposez chez nous bénéficie du plus haut niveau de protection car nous sommes membres ESI Suisse. Nous sommes bien évidemment heureux de vous rencontrer, de vous accueillir dans nos bureaux à Genève et à Zurich. À Genève, nous sommes au 42 rue du Rhône et à Zurich, nous sommes sur la Paradeplatz au numéro 9. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser est probablement la suivante. Ça semble être une bonne contrepartie sur le papier, mais qu'est-ce qu'elle peut concrètement apporter à mon trading? Eh bien, nous sommes fiers d'étendre des produits synthétiques, des CFD, avec une exécution de premier ordre. Nous sommes le leader mondial. Nous offrons à nos clients une excellente liquidité, des spreads et des commissions particulièrement compétitifs, une gamme de rapports répondant vraiment à tous vos besoins et bien évidemment, et de manière très importante, un support 24/7, ce qui signifie que lorsque nos bureaux suisses sont fermés, vous pouvez toujours avoir quelqu'un en ligne pour vous aider. Maintenant, si vous regardez l'écran en ce moment, ces icônes vous diront tout. Premièrement, nous offrons un accès particulièrement étendu au marché via nos CFD. Avec nous, vous pouvez négocier des indices, des actions, des devises, des obligations, des matières premières et bien évidemment des cryptos. Donc, vous avez accès via nos CFD à un spectre d'investissement extrêmement large. Ensuite, nous nous différencions grandement grâce à notre technologie de pointe, vraiment, que nous avons développée au cours des dernières décennies et que nous continuons de développer pour répondre à vos besoins spécifiques avec des plateformes web qui ont été primées de nombreuses fois, des systèmes d'exécution comme L2 ou d'autres solutions tierces comme ProRealTime, que beaucoup d'entre vous connaissent, et également MT4. Donc, comme je vous le disais, nous proposons un support 24/7 dans différentes langues afin de garantir que personne, aucun client ne se retrouve jamais sans quelqu'un parlant la même langue et fournissant un excellent service. C'est absolument essentiel pour nous. Enfin, j'aimerais insister sur notre équipe suisse car elle est vraiment extrêmement compétente avec plus de 60 ans d'expérience cumulée sur les marchés. Donc, lorsque vous tradez avec nous, vous savez que vous parlerez ici avec des professionnels sérieux et particulièrement compétents. C'est extrêmement important à mentionner, je pense, car votre trading mérite la meilleure contrepartie et le meilleur service. Dernier point, et pas des moindres, nous avons une excellente et très populaire plateforme d'apprentissage qui s'appelle IG Academy. Certains d'entre vous probablement la connaissent déjà. Vous pouvez en bénéficier et vous pouvez à tout moment compter sur elle, vous reposer dessus afin de valider
compléter, développer vos connaissances sur un très large éventail de sujets, vraiment pour tous les niveaux. Notre événement de ce soir ainsi que celui de jeudi sur les méthodes et signaux de trading avancés pour trader les indices viendront bien évidemment compléter un panel de formation déjà très qualitatif et ça viendra évidemment compléter les ressources que vous pouvez déjà trouver sur cette IG Academy qui est encore une fois un magnifique outil pour soutenir et améliorer votre trading. Souvenez-vous que nous sommes bien évidemment à votre disposition par téléphone, par email. Nous sommes également présents dans nos bureaux ainsi que sur les réseaux sociaux. Nous publions tous les mois une chronique de marché que je vous recommande, dont Joris est d'ailleurs l'auteur. Je vous la recommande vivement. Elle est toujours très relevante, ainsi qu'une newsletter quotidienne que je vous encourage également à parcourir car elle vous donne les infos clés du jour en littéralement 2 minutes chrono. Mais comme je vous l'avais promis, passons au concret, rentrons dans le cœur du sujet, démarrons ce training, ce workout training. Excellente session à tous et bien évidemment à toi, Joris. Merci Dorothée pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci autour de la gestion des risques et du money management. Donc, sans plus attendre, je vais partager avec vous mon écran. Donc, normalement, tout le monde doit voir l'écran principal. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la gestion des risques et aussi du money management, donc pour réussir en trading. Pour cela, on va essayer de comprendre un peu quels sont les échecs des nouveaux traders, quelles sont aussi les erreurs. En trading, il faut savoir aussi s'imposer des limites. Ensuite, nous verrons forcément la gestion du risque et le money management. Bien évidemment, il y a une étape clé en trading, c'est surtout la psychologie. Et enfin, pour terminer, on abordera justement les règles de bonne conduite à adopter pour être gagnant sur le long terme et trouver un peu les clés du succès dans votre trading. Alors, principalement, les raisons de l'échec des nouveaux traders, souvent, ce que j'ai pu relever quand j'échange avec des particuliers ou des nouveaux traders, c'est pas de plan. Donc, ils établissent pas de plan de trading, pas de plan d'action, et de ce fait, quand le marché est un peu volatile ou réagit un peu fort, ils sont un peu perdus. Donc là, pareil, on va faire un point un peu pour comment établir un plan et en quoi c'est utile. Pas de formation. Bien souvent, on se lance un peu la fleur au fusil, pensant que les marchés, c'est facile. Les marchés sont compliqués, les marchés sont parfois capricieux. Les marchés peuvent nous mettre à bout de nerfs, donc il est très important de se former pour appréhender correctement la bourse, les marchés financiers et être capable de maîtriser les différents actifs, que vous soyez trader de Forex, de métaux précieux, de crypto-monnaies, bref, chaque actif a son propre comportement et il est important de se former dessus pour mieux l'appréhender. Enfin, forcément, pas de gestion des risques et de money management. Donc là, forcément, sans le money management, il est difficile de durer sur le long terme. Il faut avoir adopté une gestion des risques stricte et rigoureuse. Et c'est ce qui va vous permettre justement de survivre sur les marchés. Car n'oublions pas que votre capital, c'est avant tout votre outil de travail. Donc si demain vous perdez votre capital, vous ne pouvez plus agir sur les marchés financiers. Souvent aussi, il y a des attentes irréalistes. Certains espèrent de gros gains et pensent que grâce à la bourse, alors oui, c'est possible, on peut en vivre, mais quand on débute, d'abord, il est important de comprendre les marchés, de voir ce qu'on fait et pourquoi on intervient sur certains niveaux. Donc, avant de vouloir des gains impressionnants, il est d'abord raisonnable, je pense, d'avoir des attentes réalistes et ne pas se voiler la face. Au début, ça va être compliqué. On est dans une phase, en fait, d'apprentissage. Et cette phase d'apprentissage peut durer, pour certains, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour d'autres, ça peut durer jusqu'à 5 ans. Donc, j'estime qu'on devient un trader vraiment expérimenté
entre 5 et 10 ans d'années d'expérience sur les marchés. C'est vraiment important les marchés, si vous voulez, évoluent avec des cycles. Et je considère que qu'un trader ou qu'un investisseur a un peu vécu tous les cycles qu'on peut rencontrer sur les marchés, les phases de croissance, les phases de crack, eh bien, on commence à connaître le marché et à sentir le marché et les différentes phases. Et par la suite, s'adapter correctement par rapport au cycle du marché. Enfin, aucune compréhension de la psychologie. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché, c'est avant tout de la psychologie. Si les 3/4 des gens réussissent à gérer leur psycho, eh bien, sans avoir une méthode de trading exceptionnelle, ils peuvent quand même réaliser des gains et être gagnants. Ensuite, je dis souvent que avant de commencer le trading, ce serait même intéressant de lire un livre sur la psychologie pour apprendre à se connaître soi-même. Et en fait, en étudiant un peu et en apprenant justement à se découvrir soi-même, quelles sont un peu nos pulsions, quelles sont nos émotions, eh bien, ça va permettre en fait tout simplement de trouver votre style de trading et de savoir si vous êtes un day trader, un swing trader, un scalper, un investisseur DCA, un investisseur long terme. Et ça, forcément, la psychologie n'est pas du tout la même en fonction des différents profils que l'on peut rencontrer. Donc, chaque personne, chaque trader, chaque investisseur a un profil différent. Et donc, la psychologie ne sera pas la même. Forcément, la gestion des risques pour un scalper ne sera pas du tout la même pour un investisseur long terme que pour un intraday, enfin pour un intratrader ou pour un swing trader. Donc là aussi, c'est important avant de débuter le trading ou même l'investissement, de savoir quel est votre style finalement. Est-ce que vous aimez resté sur le marché en étant investi longtemps? Est-ce que vous aimez le soir, quand vous coupez votre PC, que vous allez vous coucher, qu'il n'y ait plus aucune position en cours sur votre plateforme? Bref, ça, il faut tester et connaître aussi en quelque sorte un peu ses limites. Donc, très important de déterminer son profil avant de débuter sur les marchés. Maintenant qu'on a un peu étudié les échecs, voici les principales erreurs, en tout cas les plus répandues qu'on retrouve chez les particuliers et que j'ai aussi pu échanger avec d'autres personnes. Donc, généralement, on dit souvent qu'il faut laisser courir ses gains et couper ses pertes. Et quand on débute, généralement, les nouveaux traders ont tendance à faire l'inverse. Ils encaissent trop tôt, de peur que le marché se retourne tout de suite, et au contraire, ils laissent courir leurs pertes car justement intervient les émotions et la psychologie et on reste en mode espoir en se disant non, le marché va se retourner et parfois il y a même l'ego qui rentre en jeu, le fait de ne pas accepter d'avoir tort. Et ça, pareil, ça pose généralement des problèmes. L'ego, il faut savoir le mettre de côté et accepter la perte. C'est normal. Perdre, ça fait partie du jeu en trading. On ne peut pas avoir 100% de réussite. Si demain vous rencontrez un trader qui vous dit sur l'année ou depuis 5 ans, il a un track record avec 100% de réussite, c'est juste impossible. Au mieux, un excellent trader a un taux de succès, je dirais 90% de trades gagnants et 10% de trades perdants. Ça reste quand même un excellent ratio. C'est vraiment l'élite des traders et très peu atteignent vraiment ce niveau. Donc, perdre, c'est normal. Une fois qu'on a accepté la perte, eh bien, on est libéré d'un poids. Ensuite, trop trader. Ça aussi, au début, on ne sait pas trop sur quel marché aller, quel actif trader. On voit des gens et des traders qui gagnent, par exemple, sur le DAX, d'autres qui gagnent sur le Gold. Donc, on a envie d'aller un peu essayer ce marché, un peu un autre, puis ensuite on revient sur le Forex, puis finalement c'est mou, donc on part sur les crypto-monnaies, puis finalement on a perdu, donc on va sur un marché un peu plus tranquille sur les actions. Bref, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut au début se focaliser sur quelques classes d'actifs. C'est très important. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez monter en compétences, vous allez pouvoir commencer à aller chercher et à aller analyser d'autres classes d'actifs.
Mais au début, ce que j'aime bien dire, c'est par exemple, vous pouvez commencer soit sur un seul indice, une seule paire de forex, une seule action. Ce qu'il faut, c'est comprendre la dynamique de l'actif, comprendre les réactions des marchés sur cette classe d'actifs. Et les crypto-monnaies n'ont pas la même structure que les actions. Les indices, pareil. Et le forex, c'est aussi la même chose. Souvent, le forex, ça peut être un marché de mèche. Les crypto-monnaies, ça va être un marché très volatile. Les marchés actions, bon, généralement, on va essayer de trouver des bons dossiers pour faire du trend following, du suivi de tendance. Bref, si vous voulez, chaque actif a un peu sa particularité et il est important pour vous de la maîtriser, de comprendre les mécanismes et les rouages autour de cette classe d'actifs. Et ensuite, une fois que vous avez justement maîtrisé un peu votre actif et accumulé un maximum de connaissances, eh bien, dans ce cas-là, commencez à aller sur d'autres marchés. Mais au début, il vaut mieux limiter les trades, limiter les positions quand on est toujours dans cette phase d'apprentissage. Et donc, il est important vraiment de se focaliser uniquement que sur quelques actifs. Pas de plan, donc ça, c'est comme je vous le disais au début. Avec le temps, on peut commencer, j'ai envie de dire, à ne pas avoir de plan de trading, car on adopte une certaine routine, on a certains mécanismes, mais au début, c'est quand même important de comprendre, de noter des niveaux clés, des niveaux d'intervention, de comprendre pourquoi on trade, pourquoi on clique sur la souris, est-ce que c'est impulsif, est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça, est-ce que on avait noté des niveaux clés. Bref, quand vous vous connectez à votre plateforme le matin, il ne faut pas réagir à chaud. Ça, au contraire, c'est une mauvaise chose. Il faut avoir un plan en amont et se dire, tiens, sur ce graphique, j'avais noté des niveaux qui m'intéressaient. Je m'étais dit, pour l'instant, il n'y a rien à faire, mais si le marché arrive sur ce niveau, j'avais établi un plan de trading. Et pas, on allume l'écran, on voit que ça bouge un peu dans tous les sens, on se dit, mince, je vois sur les réseaux que ça commence à trader un peu de partout, moi, j'ai rien fait. Tiens, si j'agissais sur ce niveau-là. Au contraire, il faut être rigoureux et discipliné à la fois, être cadré, avoir un plan de trading, et justement, ça vous permet d'être plus serein et par la suite de pouvoir travailler sur vos erreurs et comprendre pourquoi, par exemple, ce trade n'a pas fonctionné ou au contraire, qu'est-ce qui a permis le succès de ce trade. Forcément, le money management, donc ça, on va y revenir un peu plus tard derrière, mais il faut des règles strictes de money management. Est-ce que l'on risque 1% de notre capital, 2%, 5%, 0,5%? Est-ce qu'il faut se fixer une perte max journalière, une perte max hebdomadaire, une perte max mensuelle? Bref, plusieurs éléments en fonction, encore une fois, de votre profil. Ça va être compliqué de lister ici toutes les règles de money management, mais un trader qui fait de l'intraday n'aura forcément pas les mêmes règles de money management qu'un trader qui fait du swing trading et qui prend uniquement 2 à 3 trades par semaine. Et encore moins qu'un investisseur long terme qui prend uniquement 4 à 5 trades dans le mois. Donc lui, forcément, il va pouvoir peut-être risquer un peu plus de son capital par trade, voire 2-3%. Quelqu'un qui fait de l'intraday ou même du scalping ne peut pas se permettre, sachant qu'il fait à peu près entre 20 et 40 allers-retours dans la journée, de parier en quelque sorte, de miser 1% de son capital par trade. C'est trop. S'il passe une sale journée ou s'il a eu une mauvaise journée, que le marché n'est pas allé dans son sens, ça peut être destructeur. Donc là encore, selon votre profil, adaptez un bon money management. Enfin, copier les trades des autres. Ça aussi, souvent, on a ce qu'on appelle le copy trading, mais c'est pas ça qui va vous rendre gagnant sur le long terme. Très clairement, si on vous donne un poisson, il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt qu'avoir le poisson. Très clairement, c'est ça qui va vous rendre derrière indépendant. Car si demain la personne que vous copiez n'est plus sur les marchés, vous allez être perdu. Et c'est important de se former, de comprendre ce qu'on fait sur les marchés. Donc,
évitons au début, pourquoi pas, s'inspirer de certaines personnes qui ont réussi dans le trading. Là-dessus, effectivement, je suis entièrement d'accord. Comprendre un peu quel est leur plan, sur quelle classe d'actifs ils interviennent, pourquoi, comment, quand. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais derrière, copier uniquement les trades ou avoir des trades, vouloir des trades sans comprendre, ce n'est pas viable à long terme. Le mieux, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quand et comment. Enfin, le FOMO, ça, on l'a surtout, ça existe depuis pas mal de temps, je trouve. Donc, le FOMO, c'est tout simplement qu'on court après le papier. Fear of missing out, très clairement, quand on a un train qui est lancé à pleine balle, un actif qui est lancé à pleine balle et qu'on tente de monter dans le train en se disant je vais rater la hausse, je vais rater la hausse ou je vais rater la baisse. Et au final, c'est souvent le point haut ou le point bas et le marché se retourne. Donc, le FOMO, évitons aussi. On l'a surtout vu, je trouve, dans les crypto-monnaies, notamment quand ça part de manière assez vertigineuse, sur une belle rampe de lancement. Mais c'est trop tard. Donc, on attend des replis. Au contraire, dans une tendance, ce qu'il faut, lorsque vous identifiez une belle tendance, c'est se positionner, j'ai envie de dire, sur des replis. Par exemple, c'est pas grave si vous avez raté un début de la tendance, mais si vous avez repéré qu'il y a un flux directionnel, impulsif et une force acheteuse, normalement, celui-ci ne devrait pas s'essouffler tout de suite. Néanmoins, encore une fois, grâce à votre plan d'action, eh bien, vous déterminez les zones sur lesquelles vous devez intervenir pour éviter justement de payer les points hauts, d'acheter au plus haut, ou au contraire, d'acheter au plus bas, et éviter d'avoir un retournement de marché derrière. Enfin, pas de patience, donc ça forcément, c'est une des qualités aussi des traders, c'est être patient. Souvent, je dis, ne pas trader, c'est aussi trader. Très clairement, parfois, on a des semaines calmes, il n'y a pas de news, il n'y a pas de, le calendrier économique est assez maigre, on a des marchés où il ne se passe pas grand-chose, et ça peut nous mettre un peu à bout de nerfs et ça peut nous rendre impatients. Et du fait qu'on n'ait pas pris quelques trades, eh bien, on fait du trading impulsif. Et ça, généralement, ce n'est pas beau. Lorsque le marché ne propose pas d'action, pas d'opportunité, eh bien, il faut savoir rester à l'écart. C'est pas grave. Le but, encore une fois, c'est de préserver votre capital. C'est d'être là demain sur les marchés. Les marchés seront là demain. Si demain, vous n'avez plus votre capital, vous ne pouvez plus trader. Donc, soyons patients. Les marchés seront là demain. Si sur votre classe d'actifs, il n'y a pas d'action, eh bien, il faut attendre, se montrer patient. Généralement, on dit en bourse aussi que l'argent des impatients va dans la poche des patients. Donc ça, c'est une règle vraiment très importante. Enfin, certains aussi recherchent l'adrénaline. Donc, encore une fois, selon vos profils, selon votre capital, nous n'avons pas les mêmes attentes. Certains, c'est dans un but d'engranger peut-être juste quelques gains, d'autres faire fructifier leur capital, d'autres vivre du trading, et au contraire, il y en a, c'est purement du gambling, ce que j'appelle un peu du trading casino. Je discute avec certains particuliers parfois qui vont sur des valeurs ultra spéculatives, mais qui me disent que ça leur déclenche de l'adrénaline, des émotions fortes. Donc ça, généralement, c'est un peu un comportement, si vous voulez, à bannir. Le trading, oui, ça procure des émotions, mais il ne faut pas que ce soit tous les jours de la recherche d'adrénaline. Forcément, quand vous avez certaines positions, quand vous êtes engagé, que vous avez des convictions sur un marché, oui, ça peut, et c'est normal, vous créer des émotions. Mais le but, quand vous tradez, c'est pas de vous créer de l'adrénaline, de rechercher des sensations fortes, si vous voulez. Dans ce cas-là, on va au casino, et là, pour le coup, c'est un endroit où les gens cherchent à avoir des sensations fortes. Ici, en trading, il faut vraiment être rigoureux, discipliné, patient, persévérant. Il y a tout un état d'esprit à avoir justement pour être gagnant et être sur le chemin du succès.
Maintenant, nous allons voir les limites. Donc, en trading, souvent, les limites pour les débutants sont vitales. Alors, ça va être déjà de limiter la taille des pertes et limiter le nombre de positions. Donc là, on va être justement dans de l'overtrading. Encore une fois, très important quand on débute de limiter le nombre de positions. Et c'est pas grave, mieux vaut prendre une, deux, trois, peut-être quatre positions dans la semaine, mais de comprendre pourquoi on a pris ces positions, comprendre un peu partout dans tous les sens, et au final terminer la semaine, j'ai envie de dire, à break-even, ou voire en léger gain. Donc là, pareil, ça va être important de structurer votre journée, votre semaine, pour monter en compétence doucement. Le but, c'est, dans une phase d'apprentissage, justement, on est là pour apprendre. Donc, comprendre ce qu'on fait, monter en puissance, et au fur et à mesure que vous allez monter en puissance et comprendre le marché, commencer à prendre des positions plus importantes, plus grosses. Donc forcément, derrière, limiter aussi la taille des pertes, être capable de couper une perte. Ce n'est pas grave, ça fait partie, encore une fois, du processus. Mettez l'ego de côté, perdre, c'est tout à fait normal. Une fois qu'on accepte la perdre, on peut aussi avancer dans notre trading. Limiter le nombre d'indicateurs, alors ça, j'en vois encore bien trop souvent, malheureusement. C'est ce que j'appelle des sapins de Noël. Ce sont des graphiques qui sont ultra chargés, où on retrouve des bandes de Bollinger, un Ishimoku, un RSI, un stochastique, un MACD, des volumes. Bref, il y a beaucoup trop d'éléments. Déjà, ce qu'il faut, c'est l'élément le plus important sur un graphique, c'est les prix. Point barre. Donc déjà, juste avec ça, comprendre comment on dit, c'est le price action, l'action des prix. Déjà ça, commencer par enlever tous les graphiques et essayer d'étudier juste l'action des prix, comprendre quelle est l'action des prix. Revoir par exemple la théorie de Charles Dow, comment il définit une tendance haussière, comment il définit une tendance baissière, comment on étudie les creux de marché, les sommets de marché, les tendances haussières, baissières, latérales. Donc déjà, juste les prix, pour moi, en fait, c'est le meilleur indicateur, puisque derrière, tous les indicateurs, que ce soit l'Ishimoku, le RSI, les bandes de Bollinger, ce sont des indicateurs qui ont été créés à partir des prix. Donc, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, ensuite, une fois que vous avez une bonne compréhension de l'action des prix, eh bien, commencez à mettre un, deux, voire trois indicateurs, pas plus. Si vous voulez mettre Ishimoku, par exemple, c'est déjà un indicateur très complet. Pas besoin de rajouter autre chose derrière. Vous pouvez potentiellement ajouter une moyenne mobile, pourquoi pas un RSI, étant donné qu'après, il faut aussi comprendre les indicateurs. Ishimoku est un indicateur, par exemple, surtout de suivi de tendance. C'est un indicateur qu'on va utiliser en tendance. Donc, le RSI, avec les divergences, peuvent potentiellement nous permettre de trouver, j'ai envie de dire, des sommets de marché ou des retournements. Mais dans un premier temps, vraiment limiter le nombre d'indicateurs, étudier les prix, en commençant avec eh bien, les figures chartistes, les chandeliers japonais, ensuite quelques indicateurs, pourquoi pas le RSI, le stochastique, les bandes de Bollinger, bref, mais tout ça en se formant et surtout en comprenant. Si à un moment donné, quand vous regardez votre graphique, vous voyez qu'il y a un indicateur, vous le regardez quasiment jamais, supprimez-le. Ça veut dire qu'il ne sert à rien. Donc, à un moment donné, quand vous regardez votre graphique, ça doit être clair. S'il y a un indicateur qui ne vous parle pas, que vous ne comprenez pas ou que vous ne regardez jamais, dans ce cas-là, supprimez-le. Ça veut dire qu'il ne sert à rien. Limiter le nombre, limiter les sources d'informations, ça aussi, ça peut partir un peu dans tous les sens parfois, surtout quand le marché est euphorique et surtout quand il y a des phases de panique, comme ça peut être le cas là avec le variant Omicron. Les marchés étaient un peu en panique sur les réseaux, certains imaginaient déjà un peu la fin du monde. Donc très important aussi de limiter les sources d'informations et parfois même de les couper tout simplement et de vous fier à vous-même, à votre sentiment de marché et à votre instinct, j'ai envie de dire. Donc, avoir des journaux, avoir des sites pour avoir de l'information sur des actions, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus s'éparpiller. Essayer d'engranger, j'ai envie de dire, un maximum d'informations en se disant, tiens, plus j'ai d'informations, mieux je vais réussir dans mon trading, il faut que je m'abonne à ci, à ça, que je suive cette personne. Donc, pareil, limiter, mais privilégier la qualité encore. Le nombre d'actifs,
à suivre, bon, bah là, je vous le disais justement juste avant, pareil, très important au début si possible, même de se focaliser uniquement sur une seule classe d'actifs, soit les indices, soit le forex, soit les crypto-monnaies, soit les actions, soit les matières premières. Et sinon, si vous avez un peu envie de découvrir la dynamique de chaque marché, eh bien, prenez juste une paire de forex, une action américaine, une action européenne, une crypto-monnaie, une matière première. Et déjà, vous pouvez, hop, juste un seul de ces actifs, eh bien, commencer un peu à étudier le comportement et à vous dire, tiens, sur ce marché, je suis pas à l'aise, j'aime pas les marchés où il y a beaucoup de mèches, j'aime pas les marchés où il y a trop de volatilité. Parfois, certains me disent, je préfère des marchés un peu plus mous, un peu plus vaseux. D'autres, au contraire, aiment des marchés avec beaucoup de volatilité, car ils estiment qu'il y a du flux, donc de l'action. Donc, encore une fois, mais au moins, ça va vous permettre de dompter et d'appréhender les marchés. Donc ça va être une première étape. Enfin, il faut privilégier la qualité et pas la quantité. Donc, forcément, focus au début sur quelques dossiers, notamment si vous êtes, je ne sais pas, un investisseur sur le marché action, eh bien, voilà, effectuer une sélection drastique des titres, des meilleurs titres, de ceux qui surperforment le marché actuellement. Évitons un peu les valeurs baissières. Bref, il faut vraiment privilégier la qualité. Et encore une fois, lorsqu'il n'y a rien à trader, que les setups ne sont pas là, mieux vaut ne rien faire que de succomber à un trade hasardeux. Comme je vous le disais, ne pas trader, c'est aussi trader. C'est être justement patient et attendre les opportunités. Le marché sera là demain, après-demain et encore après-demain. Donc des opportunités, il y en a tous les jours sur les marchés. Parfois, c'est un peu le calme plat. Parfois, c'est un peu plus mou. Après, quand vous êtes monté en compétence et en puissance, j'ai envie de dire, allez là où il y a de l'action, en fait. Après, c'est surtout ça. Une fois que vous serez très expérimenté, peut-être que c'est déjà le cas pour certains d'entre vous, mais généralement, les traders aiment aller là où il y a de l'action. Et donc, c'est aussi ça qui fait la différence entre un très bon trader à la fin, c'est qu'il est capable de jongler entre les différents marchés et d'aller, s'il a l'habitude de trader les indices, si demain il n'y a plus d'action sur les indices et qu'on évolue dans un range, comme c'était un peu le cas durant cet été, il ne se passait pas grand-chose, d'être capable d'aller sur une autre classe d'actifs qu'il n'a pas l'habitude de trader, mais via son expérience, il est capable très rapidement de comprendre la dynamique du marché et de se positionner, de réaliser des trades gagnants. Là, pareil, souvent je dis, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de flux, allez sur un autre marché si vous êtes à l'aise. Sinon, restez en stand-by et attendez progressivement que l'action revienne. Effectivement, le marché offrira une nouvelle opportunité, généralement lorsque les conditions seront réunies selon, encore une fois, votre plan d'action. Maintenant, concernant la gestion du risque. Donc, ici, c'est surtout la gestion des stop-loss, qui est quand même la plus importante et qui est quand même corrélée aussi au money management. Donc, le but, c'est de placer un stop-loss en fonction de ses objectifs dans le but de respecter ce qu'on appelle le ratio risque-reward, donc le ratio risque-récompense. Je suis prêt à perdre 1 pour gagner 2. Généralement, quand on débute, je dis souvent qu'il faut au minimum un ratio de 1 pour 2. Acceptez, je ne sais pas si vous misez 100, acceptez de perdre 100 pour gagner 200. Donc ça, généralement, c'est un bon ratio. Après, certains peuvent diminuer. Après, vous allez monter en compétence. Certains se disent, bah tiens, si mon TP1, c'est seulement un ratio de 1 pour 1, mais mon TP2, j'ai un ratio de 1 pour 8, je vais quand même prendre le trade. Mais au début, c'est pas évident de définir les objectifs. Ça aussi, c'est souvent on me dit, mais quel niveau je peux viser, où est-ce que je dois placer le stop loss, par exemple. Donc déjà, un stop loss, c'est technique. On ne se dit pas, tiens, je place le stop loss sur ce niveau. Non, on regarde le graphique. Un stop loss, si vous êtes à l'achat, on place
sous un support. Si vous êtes à la vente, on le place au-dessus d'une résistance. Donc un stop loss, c'est technique. Ensuite, l'objectif, tout va dépendre encore une fois des indicateurs que vous utilisez, si vous êtes dans du suivi de tendance ou pas du tout, si vous êtes dans du trading. Parfois, on va avoir des objectifs assez précis, notamment avec les figures chartistes, qui vous permettent de mesurer en quelque sorte l'objectif théorique de votre figure et ensuite de la reporter à la cassure de la ligne de coup. Donc, on retrouve ce système avec les épaules des dépôts, les triangles, les doubles creux, les doubles tops, les fanions, les drapeaux, bref, il existe une multitude de figures chartistes qui permettent d'avoir des objectifs de prix. Enfin, la rentabilité réside dans le rapport risque-récompense et non dans le taux de gain pour la grande majorité des traders. Ça, c'est très important. Vous pouvez avoir 60% de trades perdants, 40% de trades gagnants. Pourtant, vous pouvez être gagnant sur les marchés. Encore une fois, tout va dépendre de votre ratio, de votre risque-reward. Si à chaque fois, on va prendre un exemple simple, mais si vous perdez 50% de vos trades et que vous en gagnez 50% et que vous avez un ratio de 1 pour 2, vous êtes gagnant. Même quelqu'un qui perd 60% de ses trades, qui en gagne seulement de 40, qui a un ratio de 1 pour 3, il sera aussi gagnant. Donc en fait, la rentabilité réside vraiment dans le ratio. C'est pas très important de se dire, bon, j'ai 80% des trades gagnants. Pareil, si quelqu'un a 80% de trades gagnants, mais qu'il a un très mauvais risque-reward, sa performance derrière va être un peu plombée. Donc là, toujours se dire et respecter le principe du risque-reward. Au début, un minimum de 1 pour 2, et après, plus on va monter en compétence justement, plus on va maîtriser les marchés, on va être capable de se fixer des TP1, TP2, TP3, et derrière, garder un reliquat, garder toujours un petit reliquat, surtout si vous êtes dans des suivis de tendance ou dans des marchés qui ont débuté une magnifique tendance haussière ou baissière, et ça atteint vos objectifs, mais bon, toujours difficile de savoir jusqu'où va s'arrêter le marché. D'où l'importance de garder un petit reliquat à 10-15% de la position et de la laisser courir le plus loin possible jusqu'à avoir un essoufflement du marché. Et généralement, peu de gens et peu de traders le font, malheureusement, et c'est dans ce petit reliquat que vous avez gardé lorsque vous êtes dans le bon sens du marché qui va faire la différence sur votre performance. Car plus vous êtes capable de le garder longtemps, plus ça va procurer justement de la rentabilité et des gains. Et derrière, c'est ce qui va faire la différence sur votre performance à la fin de l'année. Remontez rapidement le stop lorsque le flux part dans le bon sens. Là aussi, c'est pas grave. Si on se fait stopper, c'est toujours désagréable, je le reconnais. Mais comme on dit, mieux vaut se couper un doigt qu'un bras en bourse. Donc pareil, dès que vous avez un flux qui commence à partir, dès que vous êtes dans le bon sens, n'hésitez pas à remonter le stop. Tant pis si le marché retombe. Je sais, c'est frustrant. Et parfois, le marché va retomber ou il va vous stopper à break-even et il va repartir dans le bon sens. Donc ça, c'est encore plus frustrant. Mais au fur et à mesure, il faut être dans l'acceptation. Si vous acceptez que le marché puisse vous faire des mèches un peu assassines et vous sortir et repartir, eh bien, c'est les règles du jeu, en quelque sorte. Donc, mais ce qu'il faut, c'est protéger son trade assez rapidement, au début, quitte à reprendre la position, à retravailler la position plusieurs fois, mais comme je le dis souvent, ne redonnez pas vos gains si durement gagnés au marché. Ça, c'est très important aussi. Tous les jours, on mène un combat contre le marché, vous menez un combat contre le marché. Lorsque vous avez des gains, il ne faut pas redonner les gains si durement gagnés au marché. Le trading, c'est difficile. Il faut se battre. Donc, il faut adapter une bonne gestion du risque. Enfin, des prises partielles de bénéfices, ça aussi, ça paraît un peu logique. Mais souvent, chez les nouveaux traders, certains sont parfois un peu trop cupides, sont un peu trop gourmands même, et visent justement
des objectifs un peu ambitieux, j'ai envie de dire, des attentes justement irréalistes. Donc, très important de se payer. Il faut se payer. Si ça part dans le bon sens, eh bien, on coupe 50% de la position, on laisse courir les 50% restants. Si on atteint le TP2, eh bien, hop, on décaisse dans ces 50%, 30%, on garde 20% et on garde ce petit reliquat. Mais au moins, il faut se payer, agir, ne pas être passif sur les marchés, remonter son stop, prendre quelques bénéfices. C'est pas grave, parfois, si le ratio n'a pas été atteint tout de suite, mais si vous sentez que le marché est un peu bancal et que ça va être compliqué d'aller chercher votre ratio, eh bien, au lieu de subir les effets du marché, eh bien, procéder à une gestion du risque et adopter un bon money management. Donc, on remonte les stops, prise partielle de bénéfices, même si le ratio n'est pas dans l'immédiat tout de suite atteint, mais au moins on se paye. Et derrière, potentiellement, si vous êtes dans le bon sens, eh bien, on ira chercher votre objectif. Mais au moins, il faut quand même toujours garder une bonne gestion pour éviter de subir parfois les contre-coups du marché. Ici, c'est plusieurs règles, pareil, concernant la gestion des risques. Donc, souvent, les grosses pertes démarrent de la même façon. Hein, c'est une position trop importante et un stop absent. Je reçois parfois des messages de traders qui sont bloqués, qui me disent « Que dois-je faire ?» Je leur réponds « Mais ce n'est pas grave. Si vous avez risqué 1% de votre capital, vous prenez votre stop, vous sortez du marché, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et vous allez sur un autre actif et vous retrouvez une nouvelle opportunité. » Mais bien souvent, ce sont des trades avec beaucoup trop d'effets de levier, une gestion des risques absente et pas de stop. Votre stop, c'est votre ceinture de sécurité. Quand vous roulez sur la route, vous mettez une ceinture de sécurité. C'est normal. Donc, en trading, c'est pareil. Dites-vous bien que votre stop, c'est l'airbag, si vous voulez, si vous avez un accident, ou votre ceinture de sécurité. Donc, quand on prend un trade, surtout quand on débute, on met toujours un stop. Ça, c'est une règle de base, et ce stop est calculé en fonction d'un certain pourcentage de son capital que l'on est prêt à risquer, en fonction, encore une fois, de son profil, soit peut-être 0,5% du capital, 1%, donc on reviendra juste après pour savoir un peu, pour connaître une petite méthode, j'ai simplifié la méthode, mais pour vous donner un avant-goût, si vous voulez, d'une bonne gestion du risque. Généralement, une seule grosse transaction risquée peut aussi effacer tous vos gains précédents. Et généralement, c'est à partir de là qu'on a envie de se refaire, qu'on tilt, très clairement. Donc pareil, adaptez vos positions et prenez des stop-loss de manière cohérente pour justement conserver ce que vous avez gagné. N'essayez pas de vous refaire. Généralement, c'est dévastateur. Quand on a eu une seule journée, qu'on se dit tiens, j'ai perdu aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le sens bien, je fais de l'intraday, d'habitude vous êtes un swing trader ou vous faites de l'intraday, bon, vous avez pris votre perte et ça vous chafouine en quelque sorte et vous dites bon, bah, je vais prendre un peu du scalping, je vais faire un peu de scalping pour me refaire. Vous n'avez jamais fait de scalping et généralement, ça se passe mal. Pareil, si vous suivez à la règle votre plan, il n'y a pas de raison d'avoir des grosses pertes. Généralement, la perte doit toujours être la même. Elle doit être proportionnelle par rapport à votre capital, du moins au votre pourcentage de capital que vous risquez sur les marchés. Cash is king. Donc ça aussi, c'est très, très important. Comme je dis, une des choses les plus difficiles pour les débutants, de s'asseoir sur du cash, de ne rien faire et d'attendre un signal valable. Ça, c'est une règle clé et de base. Cash is king, vraiment. L'argent est roi. Donc, quand vous avez de l'argent, eh bien, au moins, vous pouvez investir à tout moment sur les marchés.
plutôt qu'être investi à 100%, si le marché décroche, si vous avez un mauvais scénario, si vous n'êtes pas dans le bon sens, si vous n'êtes pas à l'aise avec la phase de marché et que vous êtes investi à 100%, ça peut faire très mal. Donc là aussi, c'est avoir du cash, sentir le marché, savoir se retirer quand le marché devient complexe ou que vous n'avez pas l'habitude de trader dans ces phases-là. Je repense par exemple au crack qu'on a eu lors du Covid au mois de mars 2020. Certains sont peut-être restés pendant 2 mois à l'écart durant toute la baisse et puis sont revenus doucement au fur et à mesure quand ils ont vu que les banquiers centraux commençaient à soutenir les marchés, que les marchés repartaient de l'avant. Ils se sont dit tiens, il y a peut-être de belles occasions à faire, c'est peut-être les soldes. Donc là, pareil, cash is king. Pareil sur les crypto-monnaies, quand je vois la purge qu'on a eue ce week-end justement, certains étaient investis à 100%, beaucoup trop d'effets de levier. Cette purge est due principalement à de la liquidation à cause de personnes qui tradent avec un effet de levier hallucinant sur un actif qui est ultra volatile. Donc celles et ceux qui avaient du cash ont profité potentiellement de ce creux de marché pour se positionner et derrière avoir eu quand même une belle remontée, notamment sur certaines crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment une règle très, très importante. L'autre règle aussi qui est quand même importante, c'est de vouloir attraper le point haut, le point bas. C'est l'une des erreurs que commettent les nouveaux traders et d'essayer de prédire le creux dans une tendance baissière et d'attraper un renversement. N'essayez pas d'attraper le point bas ou le point haut. Vous ne l'aurez jamais, jamais, jamais. C'est quasiment impossible à l'avoir. Positionnez-vous dans une tendance saine, essayez de vous positionner sur les creux de marché, mais arrêtez de vous positionner sur des titres qui sont ultra baissiers. Au contraire, la bourse, notamment le marché action, a pour vocation de monter. Si on regarde des indices sur 10 ans, 15 ans, 50 ans, même 100 ans, on prend le Dow Jones, c'est haussier. Donc la bourse a pour vocation de monter. Donc évitons d'aller sur des titres baissiers, concentrez-vous sur des titres haussiers. Généralement, les titres qui surperforment le marché, les titres haussiers, ce sont un peu les chouchous des investisseurs. Je pense au GAFAM, par exemple, je pense aussi à certaines valeurs du luxe, mais évitez un peu les dossiers spéculatifs en vous disant c'est pas cher. Non, c'est pas parce qu'un titre a perdu 40% que c'est pas cher. Il peut très bien en perdre 42 plus, puis 42 plus, et ainsi de suite. Donc ça aussi, on reviendra un peu plus tard, c'est surtout sur la psychologie, mais se dire c'est pas cher, c'est pas vrai. Donc, encore une fois, préférable d'acheter des baisses, justement, dans des tendances haussières ou des signaux de momentum au moment d'une rupture. Donc là, généralement, ça va surtout parler à celles et ceux qui font du suivi de tendance, le trend following. On appelle rupture les breakouts haussiers. Genre, vous avez une belle tendance haussière. Lorsqu'un titre casse son plus haut historique, généralement, il a tendance à accélérer et aller encore plus haut. Et aussi, ça veut dire, d'un point de vue de la psychologie, que les investisseurs sont prêts à payer encore plus cher cette valeur pour la détenir en portefeuille, car ils estiment potentiellement que le titre est en bonne santé, qu'il va y avoir des bénéfices, une progression du chiffre d'affaires, un développement peut-être à l'international. Bref, plusieurs critères d'un point de vue des fondamentaux qui font que ce titre plaît et séduit les investisseurs. Généralement, on a aussi des phases de marché où on est moins à l'aise. Des phases où on sent moins le marché, c'est difficile, des fois on est même à côté de la plaque. Dans ce cas-là, c'est pas grave aussi, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Faites des trades de plus en plus petits, pendant une série de pertes. Ça arrive, parfois vous êtes, ce que j'aime dire, c'est être en plein rush, vous allez avoir une série de trades gagnants, c'est pas le moment non plus de se prendre pour le roi du pétrole, car pareil, le retour de bâton peut être violent, mais parfois vous allez très bien sentir le marché, avoir une très bonne lecture, comprendre les niveaux clés, ce que veut faire le marché, où il veut aller et pourquoi, et à d'autres moments, être complètement à côté de la plaque. Ça arrive, encore une fois, ça fait partie des cycles. Dans ce cas-là, faites des trades
de plus en plus petit pendant une série de pertes, diminuez votre risque et lorsque vous recommencez à gagner, dans ce cas-là, retournez sur un niveau, recommencez à prendre peut-être des positions un peu plus grandes. Donc là aussi, encore une fois, adapter la gestion de son risque en fonction un peu de notre sentiment de marché. Maintenant, avant de se lancer dans un trade, je dirais qu'il faut donc établir le niveau de stop. Donc ça, on va le voir juste après avec le money management. Mais comme je vous le disais, un stop loss, c'est technique. Et ça va être par rapport au pourcentage de risque que vous êtes prêt à perdre. Donc sur un capital de 10 000 euros, si vous êtes prêt à perdre 1%, donc 100 euros, votre stop loss, votre perte max, elle devrait être 200 euros. Et établir en fonction de ces 100 euros votre effet de levier et surtout placer votre niveau de stop loss forcément sur un niveau technique, hein, soit sous un niveau de support si vous êtes à l'achat, soit au-dessus d'un niveau de résistance si vous êtes à la vente. Déterminer le montant de perte maximum en adaptant la taille de position. Donc là, pareil, on fera le point juste après. Définir le gain potentiel de l'actif. Là, tout va dépendre de votre profil, tout va dépendre de votre setup aussi de trading. Comme on l'a vu juste avant, parfois, ça va être très facile de déterminer l'objectif avec les figures chartistes qui nous donnent justement un objectif théorique. Hein. Parfois, on peut aller beaucoup plus loin que l'objectif et parfois, au contraire, hein, c'est pas une science exacte, l'analyse graphique et technique, mais ça permet d'avoir quand même quelques repères. Et fixer aussi le seuil de gain à partir duquel sécuriser le trade à break-even. Voilà. Ce qu'il faut, c'est protéger rapidement le trade. Tant pis si on se fait stopper à break-even, mais ne pas être en mode espoir et pas être trop gourmand, trop cupide, se dire tiens, il manque 10 pips avant, je sais pas, on a un objectif théorique qui est pas très loin, qui est juste au-dessus de votre tête, il manque quelques points au marché pour aller chercher ce niveau. Bon, ce serait dommage que pour quelques points, le marché se retourne et vienne chercher votre stop. Dans ce cas-là, soit vous coupez un peu votre position, soit au moins vous avez mis votre stop à break-even. Car encore une fois, vous avez fait les 3/4 du chemin, mais ça arrive aussi que le marché, il n'arrive pas à finir les 5% et se retourne dans le mauvais sens. Donc là, c'est frustrant, c'est rageant. Dans ce cas-là, on adapte et on adopte surtout notre gestion du risque, notre money management. Justement, le money management consiste à gérer son capital tout en maîtrisant les risques. Encore une fois, je vous disais que votre capital, c'est votre outil de travail. Donc c'est important, c'est ce qui fait que vous êtes là demain sur les marchés. C'est vital. Sans capital, vous ne pouvez pas trader, donc vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut le préserver. Savoir pourquoi on trade, quels sont vos objectifs, les moyens financiers sont-ils suffisants, quels sont vos objectifs. Donc là, pareil, pourquoi est-ce que vous tradez? Est-ce que c'est pour avoir des sensations fortes, de l'adrénaline? Est-ce que c'est pour faire fructifier votre capital? Est-ce que c'est pour débuter? Est-ce que c'est pour vous former? Est-ce que vous souhaitez en vivre? Est-ce que vous vivez déjà de vos investissements? Bref, c'est des questions qu'il faut se poser et en fonction des réponses, savoir si les moyens financiers sont suffisants. Désolé d'en décevoir certains, mais on me pose quand même la question, on ne vit pas du trading avec 5 000, 10 000 euros, ni même 15 ou 20 000 euros, très clairement. Il faut quand même des moyens conséquents pour être un trader indépendant et en vivre pleinement sans être sous pression et sous stress H24. Car effectivement, vivre du trading avec un capital entre 5 et 10 000 euros, c'est quand même chaud, très clairement. Et je pense que les personnes qui tradent tous les jours et espèrent retirer des revenus doivent se faire quelques frayeurs et surtout doivent risquer une grande partie de leur capital quotidiennement. Donc là, pareil, en fonction des objectifs, savoir si les moyens financiers sont suffisants.
au début, comme je vous le disais, on est là pour apprendre. C'est une phase d'apprentissage. On prend un médecin, par exemple, c'est 10 ans d'études. Bon, bah, au début, il y a l'externat, puis l'internat, et ensuite, il devient médecin. Donc, il y a une phase d'apprentissage. Et en trading, c'est pareil. On commence peut-être avec un capital, tout dépend de vos moyens. Mais certains commenceront avec 100 euros, d'autres 500, peut-être certains vont commencer avec 10 000, d'autres beaucoup plus. Bref, c'est en fonction de votre profil et de vos moyens. On peut très bien commencer le trading avec 500 euros, comme on peut commencer avec moins, comme on peut commencer avec plus. Ce qu'il faut, c'est avancer pas à pas, doucement, et monter en puissance. Avoir un plan de trading, effectivement, je pense qu'on en a suffisamment parlé, mais je le répète encore, car c'est vrai que beaucoup mettent de côté le plan de trading et estiment que ce n'est pas important, mais ça permet d'avoir du recul, si vous voulez, sur ce que vous faites et de comprendre pourquoi vous le faites. Et de mieux comprendre surtout vos erreurs pour vous corriger, que ce soit sur le plan psychologique et aussi à la fois sur le plan technique. Quand vous prenez un trade, notez peut-être vos émotions, quelles étaient les émotions au moment du trade, quel a été votre plan technique. Et puis parfois, quand vous relisez ça à la fin de la semaine, quand vous relisez votre note, vous dites, bah non, en fait, là, c'était pas du tout bon. Quand on regarde les graphiques, par exemple, une chose que j'aime bien faire, personnellement, c'est regarder mes graphiques le week-end. C'est calme, les marchés sont fermés. Donc ça ne s'agite pas dans tous les sens. Les marchés sont calmes, on a l'esprit tranquille, on peut regarder ces graphiques sereinement, à froid, et il n'y a pas toute cette agitation qu'on a H24, et ça permet d'être posé, d'être réfléchi, d'établir ses plans. Donc ça, c'est une chose que j'aime bien faire à titre personnel, peut-être que certains d'entre vous l'aiment aussi, c'est travailler les graphiques le week-end, mettre en place ses plans le week-end. Enfin, je dirais qu'il est nécessaire d'appliquer, de suivre des grands principes de base. Il n'y a pas qu'un seul type de money management. Ça aussi, un trader qui fait de l'intraday, du scalping ou du swing trading, forcément, chaque investisseur va agir selon son profil et sa méthode. Pareil, n'essayez pas de copier un autre trader s'il est swing trader et que vous êtes scalper, et inversement. Identifiez vraiment les méthodes rigoureuses que doit avoir un trader intraday, un trader qui fait du scalping, un trader qui fait du swing. Très clairement, un trader intraday, il va se fixer une perte journalière. Il va se dire, par exemple, bah, ma perte max journalière, c'est peut-être 2% de mon capital. Donc, il va peut-être faire 4 ou 5 trades dans la journée. Il ne va pas risquer 1% de son capital par trade. Il va risquer beaucoup moins. Peut-être 0,4%, voire 0,5%. Au moins, une fois que sa perte max journalière est atteinte, bah, il n'attend pas la clôture des marchés. Il ferme ses écrans, terminé. Il revient demain. Donc là, c'est être rigoureux. Un scalper, ce sera la même chose. Je pense que sa perte max journalière pour un scalper, c'est pas 4 ou 5%. S'il est sur une mauvaise série de trades, comme on l'a vu juste avant, ou sur une mauvaise semaine, si en 5 jours, il perd déjà tous les jours 4% de son capital, à la fin de la semaine, ça fait un trou. Donc là, pareil, être capable de se fixer une perte max journalière, hebdomadaire, voire même mensuelle, si vous êtes un trader à plus long terme. Et très clairement, maîtriser ses pertes est l'un des secrets d'un compte gagnant et régulier. Je vois beaucoup de personnes qui sont gagnants par phase. Mais ça, c'est pas ça le trading. Le but, c'est vraiment d'être régulier, de faire de la performance sur le long terme et pas de gagner, je sais pas, faire plus 1000, moins 500, plus 3000, moins 2000, plus 5000. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est être régulier, avoir des pertes, plein de petites pertes et accumuler plusieurs gains assez conséquents. Donc, minimiser ses pertes et laisser courir ses gains. Mais le but, il faut que ce soit régulier, très important. Ensuite, concernant le money management, voici une formule assez rapide pour déterminer le pourcentage maximal de
perte par trade par rapport au capital. Donc, c'est capital fois le pourcentage de perte par trade par rapport à la taille du stop. Donc, très clairement, on en revient justement au ratio risque-reward. Je vous laisse prendre rapidement connaissance de cette formule. Mais très clairement, pour quelqu'un qui a un capital de 10 000 euros, s'il veut risquer 1% de son capital, il est trade sur le Forex, je ne sais pas, l'euro CHF par exemple, ou l'euro dollar, qu'il a un stop de 100 pips, cela veut dire que nous pouvons risquer 1 euro par pips. Si on est sur le DAX, ce serait, ou l'indice suisse, 1 euro par point. Donc, si on perd le trade, donc forcément, vous allez perdre 100 euros, ce qui représente 1% de votre capital. Et en risquant 1% du capital, 200 euros, eh bien, par exemple, si vous avez un bon ratio risque-reward avec une perte de 1 pour 2, pour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 5 trades, 3 perdus, 2 gagnés, eh bien, grâce à un bon ratio, vous avez quand même réalisé un gain. Très clairement. Vous gagnez quand même 100 euros. Si vous perdez à chaque fois 3 trades, vous en gagnez 2, ratio de 1 pour 2, vous perdez 300 euros, et avec les 2 gagnés, eh bien, ça vous fait 400 euros, ce qui fait quand même un gain de 200 euros. Donc là encore, tout ça est basé sur le ratio risque-reward. Ce n'est pas le taux de succès. Je vous disais juste avant, attention, il ne faut pas se focaliser sur le taux de réussite, mais se focaliser sur le ratio risque-reward. Et là, vous voyez que vous pouvez avoir un taux de succès finalement qui n'est pas extraordinaire, mais avec un bon risque-reward, une bonne gestion du risque, eh bien, ça fait de vous quand même un trader gagnant. Et généralement, quand on débute sur les marchés, c'est difficile d'avoir plusieurs trades consécutifs gagnants. Voilà pourquoi on dit souvent adopter un bon ratio risque-reward et soyez patient pour saisir les bonnes opportunités, celles avec les meilleurs ratios. Donc justement, on sait que généralement, un trader qui débute aura plus de trades perdants que gagnants, mais si derrière il a un bon ratio, il peut quand même, je ne dirais pas faire une performance extraordinaire, mais sortir du lot, en tout cas, et réaliser un gain. Et ça, c'est le plus important. Concernant la psychologie, très rapidement, voilà comment ça se passe. Je vous laisse prendre connaissance de cette slide très rapidement, mais en gros, ce sont les émotions qui se passent dans la tête d'un nouvel investisseur qui découvre un peu les marchés financiers et qui n'investit pas, en tout cas, dans les bonnes phases de marché et qui trade surtout en fonction de ses émotions. Donc, généralement, achat au plus haut et phase de capitulation, de découragement au plus bas. Et donc, on coupe ici, on achète ici, et c'est généralement pas la bonne chose à faire. Donc là, pareil, c'est vraiment très important d'avoir une bonne psychologie, de ne pas céder au syndrome du FOMO. Donc là, c'est très clairement le FOMO, de ne pas moyenner à la baisse, de ne pas renforcer un trade perdant, de mettre un stop loss pour éviter de subir des baisses, et de pas non plus ce qu'on appelle aussi dans le jargon panic sell. Donc panic sell, c'est vendre au plus bas quand le marché va remonter. Le marché atteint un gros niveau de support mensuel ou hebdomadaire, ça vend en mode c'est la fin du monde, le marché va aller plus bas. Au final, on a juste atteint un très gros niveau de prix. Derrière, ça remonte. Il y avait potentiellement une opportunité pour sortir en limitant les dégâts. Donc là, pareil, la psychologie joue un rôle très important dans le trading, très clairement. Et pour résumer cette petite slide, voici globalement les émotions qui interviennent dans les phases de marché. D'où l'importance vraiment de laisser vos émotions de côté, de ne pas céder à l'euphorie sur les sommets au syndrome du FOMO,
et au contraire, de ne pas être dans la panique lorsque le marché est en train de marquer un point bas. Il faut généralement se montrer prudent lorsque les gens, même sur les réseaux, ça devient euphorie. Vous avez quand même un bon baromètre hein, sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça permet quand même de prendre un peu la température des marchés. Il existe aussi des indicateurs, mais globalement, soyez prudent quand tout le monde est euphorique et au contraire, soyez avide et cupide quand tout le monde panique. Et c'est généralement ici que vous allez faire des bonnes affaires et ici que vous allez sortir sans perdre trop de plumes, très clairement. Pour ce faire, on a aussi des indicateurs qui existent pour savoir justement si le marché devient euphorique ou au contraire est dans une phase un peu c'est la fin du monde, ça va jamais remonter. C'est l'indicateur Fear and Greed Money de CNN Money. Donc pareil, je vous invite à aller consulter cet indicateur et vous pourrez le retrouver sur le site de CNN Money, justement, c'est l'indicateur Fear and Greed. Donc, indicateur d'avidité et de peur. Pareil, on l'a pour les marchés traditionnels et pour les marchés aussi des crypto-monnaies. Pareil, ça permet un peu de prendre la température, surtout si vous êtes un investisseur long terme. Mais globalement, le trader qui est capable de gérer ses émotions, eh bien, c'est ce qui fera la différence sur le long terme. Vous pouvez avoir deux traders qui ont le même système de trading, mais s'il y en a un qui a un peu plus travaillé sa psycho que l'autre, eh bien, la différence va se faire là-dessus. Et la différence peut être parfois assez énorme, car effectivement, je considère que le trading, c'est de la technique, certes, mais beaucoup, beaucoup de psychologie. Et comme le disait justement Victor Sperandeo, la clé du succès en trading est la discipline émotionnelle. Si c'était l'intelligence, il y aurait bien plus de gagnants. Donc ça, cette phrase m'a toujours un peu marqué. Donc pareil, la psychologie, un élément en tout cas à travailler et au contraire à ne pas négliger dans votre trading. Enfin, pour terminer ce webinaire, on arrive bientôt sur la fin. Encore quelques slides, mais passons sur les points positifs, à savoir les qualités du trader. Donc, comme je vous le disais, être capable de gérer ses émotions. Forcément, c'est difficile de contrôler ses émotions, mais au moins une fois qu'on les a identifiées, être capable de les gérer un minimum et ne pas se laisser submerger surtout par ses émotions. Et ne pas rentrer dans un trading impulsif. Ça, c'est destructeur. Capacité à penser à long terme. Toujours, évitez de penser à court terme, projetez-vous plutôt sur le long terme. S'analyser objectivement, savoir se remettre en question, avoir tort, mettre l'ego de côté, ne pas essayer d'avoir raison tout le temps. Il faut être capable de s'analyser disant bah là j'ai été bon parce que j'ai respecté mon plan, là j'ai été pas très bon parce que je n'étais peut-être pas en forme mentalement, j'ai peut-être eu une mauvaise lecture de marché et pas rejeter la faute sur les autres ou sur le marché. Hein. Pour rappel, le marché a toujours raison. Persévérant. Il ne faut pas se décourager. Le trading, c'est difficile, donc il faut être quand même persévérant, concentré. Quand vous êtes dans votre trading, évitez d'être distrait, surtout si vous êtes un scalper. Encore une fois, tout va dépendre de votre profil, mais il faut rester concentré, humble aussi, c'est très important. Je considère que les très bons traders, c'est ceux qui ont peu d'ego. Généralement, ceux qui ont beaucoup d'ego, ce ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de traders gagnants qui ont un ego surdimensionné. Régulier et rigoureux. Ça, très important. Donc, régulier, on l'a justement vu tout à l'heure, très important de lisser votre performance et d'être régulier plutôt que de fonctionner par phase. Et forcément, il faut être aussi rigoureux puisque le trading, c'est de la discipline. Donc, il y a des règles, il faut respecter certaines règles. Et si vous n'êtes pas rigoureux avec vos règles, eh bien, le marché vous le fait payer.
Concernant les règles de bonne conduite, eh bien, se former est impératif. Donc déjà, si vous écoutez ce webinaire, c'est une très bonne chose. C'est que vous avez décidé de vous former, d'en savoir un peu plus. Donc, vous pouvez trouver plein de choses comme les livres, les vidéos, les podcasts, les webinaires, parfois du coaching, échanger avec d'autres personnes. Avoir un système de trading efficace, forcément, savoir une série de règles strictes, donc un plan. Encore une fois, c'est vrai que le plan, je suis revenu dessus plusieurs fois, mais c'est vraiment très important. Ça évite de faire n'importe quoi. Donc, on établit un plan en fonction de son système de trading et des règles strictes qu'on établit en amont. C'est de la pratique, le trading. Vous n'allez pas devenir le roi du trading en 2 semaines. Donc, vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Impossible de réussir sans être sur le terrain et sans apprendre au fur et à mesure, notamment de vos erreurs et de vos succès. Vous devez en faire l'expérience par vous-même et surtout votre propre expérience. Pas celle des autres, ni celle du voisin. La vôtre, pas celle d'un collègue à vous qui fait aussi de l'intraday ou du swing trading comme vous. Non, chacun a sa propre expérience. C'est votre expérience que vous devez vivre et expérimenter sur les marchés. C'est comme ça que vous allez apprendre et progresser. Commencez en douceur avec une petite somme pour débuter. Certains font même du trading, du démo trading. Pourquoi pas? Pour backtester vos systèmes, backtester vos stratégies, effectivement, ça peut être intéressant, mais le problème avec le trading en mode démo, c'est que vous ne risquez pas votre argent. Et donc, vous n'êtes pas confronté à vos émotions et à la psychologie. C'est efficace pour tester votre système de trading, mais par contre, pour tester vos émotions, et mettre vos nerfs à rude épreuve, là, c'est plus compliqué. Donc, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas totalement prêt, mais que vous avez quand même envie de tester le marché en tout cas, commencez doucement, avec un petit capital. Commencez en douceur. Le but, c'est d'être dans l'apprentissage et de comprendre ce qu'on fait. Pouvoir analyser ses erreurs, il est utile de noter ses trades pour pouvoir y revenir ensuite. Donc ça, c'est pareil, quand vous prenez une prise de position, vous la notez et vous revenez derrière à tête reposée. Parfois, 1 jour, 2 jours, voire 3 jours après ou durant le week-end. J'aime bien parfois comparer un peu le trading au poker car je trouve qu'il y a énormément de similitudes et les grands joueurs de poker, ils n'ont pas de la chance. Ils travaillent énormément le jeu comme les grands traders et quand ils ont des grandes mains à analyser dans des grandes phases de tournoi, eh bien pareil, ils les notent et ils essayent derrière de les analyser, d'essayer de comprendre pourquoi cette main n'a pas marché. Et donc en trading, c'est pareil. Notez les erreurs, notez vos trades et essayez de revenir un peu dessus à froid, à tête reposée, de vous dire tiens, là, ça c'était excellent ce que j'ai fait, ça, il faut vraiment que je reste comme ça. Ah, là, je me suis complètement planté. Pourquoi je me suis planté? Ah, effectivement, j'avais une mauvaise lecture, j'étais pas en forme, j'avais mal dormi. Bref, notez tout ce que vous pouvez. Et plus vous aurez de notes, et plus vous allez progresser, et plus vous allez éviter de commettre des erreurs. Enfin, pour quasiment terminer, la discipline. Donc ça, c'est l'une des principales qualités d'un trader, c'est d'être discipliné en suivant votre méthode. Donc avoir, comme on l'a vu juste avant, une stabilité émotionnelle, être capable de contrôler ses émotions, c'est dur. Effectivement, on n'est pas des machines, très clairement, mais au moins gérer un peu ses émotions. Pas se laisser emporter, faut pas être impulsif, très clairement. Couper un peu tout ce qui est les nuisances sonores externes, les réseaux sociaux, c'est le bruit de marché. Très clairement, parfois, concentrez-vous uniquement sur votre trading. N'essayez pas d'aller savoir ce que A veut faire, mais A n'a pas fait pareil que B, et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Écoutez-vous, juste vous. Écoutez pas les autres, ça va pas vous aider.
Sauf si vous avez un coach, quelqu'un vraiment de qualifié, effectivement, mais parfois dans les moments de panique, on entend un peu tout et n'importe quoi, il y a des nuisances, faut savoir couper pour se recentrer sur soi-même, pour justement être focus sur son trading. Forcément, je reviens encore dessus, mais rédige un plan de trading et un plan d'action. Ça, oui, c'est la clé du succès, très clairement. Je ne vais pas revenir dessus, on en a suffisamment parlé. Applique à la lettre les règles de son plan de trading. Forcément, ça ne sert à rien de rédiger un plan de trading si c'est derrière pour ne pas les respecter. Donc, certains font même un contrat avec eux-mêmes. Tous les matins, ils ont un plan de trading, ils l'ont affiché au-dessus de l'écran, c'est signé, et avant de trader, ils lisent leur plan de trading, ils disent « Ok, tiens, avant de prendre un trade, donc déjà, avant d'allumer la plateforme, je lis mon plan de trading. Avant de prendre un trade, je relis mon plan de trading pour savoir si je suis en adéquation avec ça. » Donc ça, pourquoi pas? Ça peut être aussi une méthode, un plan d'action, en tout cas, pertinent. Noter ses points forts et ses points faibles, ça va de soi, c'est logique. Si vous voulez progresser, faut mettre en avant vos points forts, savoir sur quel marché vous êtes bon, pourquoi et comment. Au contraire, quels sont, enfin je dis points faibles, c'est pas vraiment des points faibles, on parle plutôt, j'ai envie de dire, de points d'amélioration. Voilà, c'est mieux. On n'a pas de points faibles, mais on n'a que des points d'amélioration. Une gestion rigoureuse du risque. Bon, je pense qu'on l'a suffisamment évoqué avec le ratio risk-reward, le money management, la gestion du stop-loss, bref. Mais c'est ce qui fait vraiment un trader gagnant. Enfin, la patience. Ça aussi, c'est une règle clé. Comme je vous le disais, ne pas trader, c'est aussi trader. Encore une fois, montrez-vous patient et généralement, ça va payer. Pour conclure, ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Mais voici ce qu'il faut retenir globalement un peu de ce webinaire. Les règles clés, je trouve, sur du long terme. Choisissez la bonne taille de position pour chaque trade. Donc, on en revient à la gestion du risque. N'ayez pas peur des signaux d'entrée. N'ayez pas peur de perdre de l'argent. C'est normal, ça fait partie du processus. En trading, on ne peut pas avoir une probabilité de succès à 100%. Pensez long terme, pas court terme. Réduisez rapidement vos pertes. Laissez courir vos gains, coupez vos pertes, mise à BE du stop, prise de bénéfices partiels. Bref, on a vu différentes règles que vous allez pouvoir, que vous pouvez adopter dans votre trading à partir de maintenant. Soyez persévérants. Là, encore une fois, le trading, c'est difficile. Parfois, on est les deux genoux à terre parce qu'on a l'impression que le marché nous plombe. Mais soyez persévérants. Continuez à avancer, n'abandonnez pas. Patience, encore une fois. Et enfin, ça va porter ses fruits, gagner, et ce sera la réussite de votre travail. Voilà les grandes règles et les différents points que je souhaitais aborder avec vous tout au long de ce webinaire justement sur la gestion des risques et du money management pour justement espérer en tout cas gagner en trading. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je revienne sur certains concepts, je peux aussi revenir dessus. Donc, n'ayez pas peur en tout cas de poser vos questions. S'il y a certains concepts que vous n'avez pas compris, si je dois revenir dessus, peut-être vous fournir des explications sur certaines slides. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me poser toutes vos questions. Je crains, Joris, hein, que c'était absolument limpide et qu'il n'y a pas de questions à ce stade. Peut-être une dernière opportunité, possibilité pour poser vos questions, peut-être? C'est ce que je vois. J'étais étonné, je n'avais pas regardé le chat. Au final, j'ai oublié de regarder le chat durant Ouais. le webinaire, mais j'ai vu qu'il n'y avait aucune question. Donc, C'était j'espère. limpide, apparemment. Effectivement, ça a été clair. Bon, magnifique. Bah, écoutez, donc si j'ai bien compris, Joris, attention aux biais psychologiques.
on a besoin de structure, de progression, de patience, de pratique raisonnée et raisonnable, de discipline, de plan de trading, sans oublier la fameuse ceinture de sécurité lorsqu'on place des trades, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. Alors, je pense que j'ai été Bon. très clair puisque tu as relevé les points clés à retenir. Et très clairement, je pense que si toutes les personnes qui ont écouté ce webinaire appliquent ne serait-ce que ces petits concepts, là, on n'a vraiment pas du tout abordé de la technique. On est vraiment, on n'a pas abordé de trading. On est vraiment dans des concepts clés de gestion des risques. Mais c'est le plus gros, c'est le plus important en trading et ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment de faire la différence derrière et déjà de, voilà, de minimiser les pertes et au contraire être et engranger un maximum, j'ai envie de dire, de gains, juste en appliquant quelques règles simples, strictes, mais nécessaires, très clairement. Après, la technique, ça viendra derrière. Forcément, on ne devient pas le meilleur trader en seulement quelques semaines ou quelques années. C'est énormément de travail. Mais globalement, la technique ne fait pas tout. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez le meilleur système que vous allez être le trader le plus performant. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, comme on vient de le voir, les stop loss, le money management, la gestion des risques, la psychologie. Il ne faut pas négliger tous ces aspects. Il ne faut pas être non plus que technique, car le trading, c'est un ensemble. C'est vraiment, il y a plusieurs aspects à maîtriser, dont ceux-là qui sont effectivement très importants. Eh bien, un grand merci, Joris. C'était vraiment passionnant. On arrive au terme de ce premier workout, comme on l'a appelé, training workout. Alors, je ne sais pas si vous avez transpiré ou pas, mais en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Et c'est vraiment faire ces ponts entre les sportifs de haut niveau et les très bons traders. Je pense que c'est aussi intéressant de regarder un petit peu de ce côté-là du concept avec toute cette discipline qu'il faut avoir. En tout cas, j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver tous jeudi. J'espère également que cette session vous donnera des repères solides dans votre gestion des risques et des bonnes pistes de réflexion pour votre money management. Encore une fois, Joris, un grand merci. À tous nos invités ce soir, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et remarques sur l'événement dans le survey qu'on va vous envoyer dans un petit instant. Votre avis compte énormément pour nous et nous cherchons toujours à améliorer nos sessions. Donc, merci par avance pour votre feedback. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout un très bon trading sur votre plateforme IG Bank. À bientôt. Merci à toi Dorothée et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire un peu éducatif autour du trading. À très bientôt et très belle soirée.